Alors vous l'avez appris, le petit Émile, la garde à vue du petit Émile, qui concerne le dossier du petit Émile, avec les 4 personnes qui étaient mises en garde à vue, elle a été levée. Et c'est vrai, Philippe Bilger, qu'il y a forcément un étonnement. Pourquoi un étonnement? Non pas que cette garde à vue soit levée, bien sûr, mais les moyens mis en œuvre depuis 48 heures ont des conséquences quand même considérables. J'ai vu une chaîne de télévision faire 100% du petit Émile, avec des gens qui se perdent en conjecture pour savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, à quelle heure ça s'est passé, etc. Alors, la garde à vue, c'est une chose, mais le motif de la garde à vue avait été donné, et ce motif, c'était homicide volontaire. C'est-à-dire que ces 4 personnes, le public est au courant, déjà ce qui peut m'étonner, parce qu'on pourrait avoir une garde à vue sans qualifier les choses, mais on dit au public, une de ces 4 personnes a tué le petit Émile. C'est ça l'information qu'on donne. Donc, moi, je suis étonné de ça, de cette absence de prudence, mais je le dis comme un citoyen lambda, bien évidemment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, le procureur doit avoir des éléments extrêmement puissants, extrêmement forts, et tant mieux pour cette famille. D'ailleurs, les 4, évidemment, sont libérés, mais je m'étonne de cette mise en scène qui a des conséquences, quand même. En même temps, Pascal, il était normal que l'opinion sur cette affaire exceptionnelle attache une curiosité presque quotidienne à la mort de ce petit Émile. Mais là où je vous rejoins, et il faut reconnaître que CNews et nous-mêmes, si j'ose ce pluriel de majesté, a été extrêmement prudent, puisqu'on a dit récemment qu'on peut tout interpréter, mais qu'on ne sait rien. Et de fait, les gardes à vue sont levés, on ne sait pas ce qui s'est dit, les 2 avocats des grands-parents... C'est pas ma question, si vous me permettez. Ce que je pointe là, c'est la responsabilité de la justice qui donne l'information d'homicide volontaire. Mais est-ce qu'elle peut se passer de cette information? Est-ce que des gens peuvent être en garde à vue sans qu'on sache pourquoi ils le sont? On aurait pu éviter de le dire. D'ailleurs, on attendra avec impatience le procureur qui va intervenir, je crois, à 10h30. Oui. Il n'était pas obligé de le dire, je vous rejoins. Mais c'est pas il n'était pas obligé. Ça va quand même au-delà. Est-ce qu'on doit préserver ça ou pas? C'est la question que je vous pose. Alors, je vous pose ça parce que vous êtes évidemment ancien magistrat, ancien avocat général, mais vous avez le droit de critiquer la justice. Mais je l'ai beaucoup fait. Est-ce que... oui, mais pas là. Mais cette formule... Vous comprenez, je la défends seulement devant vous. Attendez. Cette formule, on n'était pas obligé que... Oui. Elle est déjà... elle permet déjà... De ne pas pointer la responsabilité complètement d'un magistrat. Moi, je suis étonné de ça. Mais Pascal, nous avons une affaire qui, depuis 2 ans, suscite... Mais justement. Oui, dommage, s'en priver. Il est presque normal, lorsqu'on place des personnes en garde à vue, des grands-parents dont on a parlé, avec leurs enfants, ça n'est pas une indécence absolue de la part d'un procureur. Je ne dis pas ça, je dis que... De parler des raisons pour lesquelles le placement en garde à vue a été... on a le sentiment qu'il y a 2 poids, 2 mesures, que toutes les affaires ne sont pas traitées pareil. Il y a dans l'affaire de Crépol... Alors je vais vous dire les choses telles que je les pense. Dans l'affaire de Crépol, j'ai jamais entendu le procureur prendre la parole. Jamais une fois. Ah oui, bien. Jamais. Mais il a eu tort. Oui, jamais. Et puis là, on prend la parole. Donc, je me dis, il y a des affaires, manifestement, qui, pour l'opinion publique ou pour l'espace médiatique, on marche sur des œufs. Et puis, il y a d'autres affaires, on marche peut-être moins sur des œufs. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le procureur, il a parlé pour Crépol? Le procureur, il a parlé pour Crépol? Mais le procureur... Vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je vais vous le dire. C'est factuel? Je vais vous le dire. Le procureur sur l'affaire du petit Émile, le procureur va parler à 10h30 pour la première fois. Tout le monde l'écoute. Deuxième chose, c'est l'enquête qui a avancé. D'ailleurs, l'avocat de Olivier la grand-mère Dartigol a indiqué que l'enquête avance et que c'est une très bonne nouvelle pour la famille. Mais en quoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit? Et donc, il y a sur homicide volontaire, tout simplement parce que l'enquête policière, scientifique, technique a montré qu'il y avait
acte criminel et qu'il y avait déplacement de corps. En quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, Donc la qualification, c'est un homicide volontaire. Et il y a eu des gardes à vue. Enfin, je vous pose une question. En quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi? De dire qu'il y a volonté de nuire à l'image de cette famille. J'ai pas dit ça. Ah bon? J'ai mal compris. Non, je crois pas. Je n'ai pas, voyez, mais j'ai jamais. J'ai donc mal compris. Mais je n'ai jamais dit ça. Désolé, j'ai des pensées noires. Bah, écoutez, prends un témoin. Mais des pensées toxiques. Mais enfin, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Le procureur en c'est bien un problème d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on te reproche des choses que tu ne dis pas. Non, mais on peut en parler directement. Il y a aujourd'hui des personnes, et dans la presse, dans les médias, qui ont peigné cette famille, voilà, qui ont décrit, notamment le grand-père. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que la police et la justice soient dans ce chemin-là. La qualification est... Mais je vous dis ce que je pense. Je vous dis ce que je pense. Est-ce qu'il y a homicide volontaire au vu des éléments trouvés par l'enquête? Vous n'en savez rien non plus. Mais vous n'en savez rien. Mais si, vous savez que c'est un homicide volontaire, vous? Oui, tout simplement, parce que c'est très documenté dans la presse aujourd'hui. Tout simplement parce que le travail d'enquête a permis de voir que, il y a un acte criminel et que, deux, le corps a été déplacé. Là où... Si, c'est vrai. Ben non. On verra. Pardonnez. Alors, franchement, ce que vous dites est purement scandaleux, en fait. Pourquoi, Pascal? Ben, vous accusez... Mais je lis la presse. J'accuse pas la famille. Mais enfin, vous croyez... Non, stop. Je n'accuse pas la famille. Mais vous croyez la presse? Mais vous êtes le seul en France. Ah bon? Et vous, non? Ah, ça, je ne crois pas. Je ne crois pas effectivement. Alors que des éléments. Vous dites aujourd'hui. Vous dites aujourd'hui qu'il y a homicide volontaire, mais vous n'en savez rien. Et moi non plus. Enfin, c'est ce que vous dites est même sidérant. J'ai lu Le Parisien, donc il y a homicide volontaire. Le fait que les gardes à vue soient levés vont plutôt à l'encontre. Enfin, Olivier, soyez prudent. Donc, ce qui veut dire... mais Pascal, on a le droit tout de même, lorsqu'on est curieux de l'information médiatique, on a le droit de dire des choses comme celles que dit Olivier. Mais pas les quelle prudence, Pascal. Moi, je passe mon temps à affirmer. Je retire tout ce que j'ai dit. Non, je vois bien. Mais vous pouvez pas dire qu'il y a... Quand je vois dans plusieurs journaux, dans plusieurs médias... Vous pouvez pas dire qu'il y a homicide volontaire. Avec des Philippe, mais Philippe Bilger, est-ce qu'on peut dire, alors je parle à un professionnel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a homicide volontaire dans cette affaire, oui ou non? Les éléments dont parle Olivier sont incontestables. Alors on peut en tirer les conclusions qu'on veut. Je ne dirais pas formellement et péremptoirement qu'il y a homicide volontaire. D'ailleurs, ça n'est pas ce que vous avez dit. Ah bah et en revanche, là pour le coup, c'est exactement ce qu'il a dit. Non, c'est ce que j'ai dit quand même. Non, c'est ce qu'il a dit. Si, c'est un bon avocat. Mais si Philippe, vous êtes un cœur pur, mais il ne l'a pas dit sommairement et péremptoirement. Mais moi, je suis d'une prudence. Enfin, vous me sidérez tous. Mais non. Mais vous avez des confrères qui sont spécialistes, qui sont des journalistes proches des enquêtes, vous le savez. Et je réponds. C'est certainement sourcé ce qu'il faut. Je sidère certainement. Vous me sidérez tous. Vous voulez que je vous parle de l'affaire Grégory? Non, mais... Ah oui, bien sûr. Vous voulez que je vous parle de l'affaire Grégory et des journalistes? Mais là, c'était une... Non, mais sérieusement. Oui, c'est l'exemple, bien sûr. C'est l'argument massu. Vous voulez que je vous parle de l'affaire Kennedy? Oui. C'est-à-dire... Vous voulez que je vous parle de l'affaire Marie Bénard? Vous voulez que je vous parle de l'affaire de toutes les affaires criminelles? Ah ben, je peux toutes vous les faire. Mais oui, mais vous... Non, mais enfin, c'est ce que vous dites. Mais vous en tirez quoi, là, Pascal? De cette litanie un sur certain les scepticisme qui est de bonne loi. J'en tire une chose, c'est que les journalistes sont souvent pas très informés sur ces affaires-là, contrairement à ce qu'on dit. Il y en a très bons. Oui, il y en a de très bons, mais ils sont pas, par définition, c'est pas les mieux informés. Les mieux informés, c'est quand même ceux qui font l'enquête, première chose. Et la deuxième chose, et c'est la question que je vous avais posée, je m'interroge depuis le départ, pourquoi on a donné homicide volontaire à l'opinion publique. C'est tout. Oui. Et je me dis... C'est peut-être un moyen de mettre la pression sur cette famille de manière à les faire parler. Parce que, évidemment, la police a aussi des techniques... On arrive sur autre chose. L'homicide volontaire, ça permet aussi de dégager plus de moyens pour l'enquête derrière. Absolument. Et oui. Les clouer au pilori, effectivement, ça fait énormément avancer le schmilblick. Vous avez confiance dans la presse, vous avez confiance dans la justice. On peut être sceptique sur l'un et l'autre. Moi, j'aimerais connaître le nom des deux magistrats du tribunal donc d'Aix-en-Provence. Je me souviens du juge Pascal, je me souviens du juge Lambert, je me souviens d'un certain nombre de magistrats qui ont comme ça
donner à tous les Français une immense confiance dans la justice. Mais pourquoi vous ne citez pas de remarquables magistrats qui parce qu'ils ont fait leur métier, on les a oubliés. C'est comme les enquêteurs. Les Gilets Giraud, et après on écoutera les avocates. Là où vous avez raison, Pascal, juste une chose, le procureur est intervenu dans le cadre de ses attributions, il n'a rien fait de plus. Non, mais oui, non, mais moi je mets pas en cause. C'est simplement... C'est simplement cette information qui a été donnée. Pour le reste, les gardes à vue, il n'y a aucun souci. Que les gens soient entendus, il n'y a aucun souci. Je voudrais quand même, parce qu'il faut quand même simplement, je l'ai dit tout à l'heure déjà sur antenne d'Europe 1, je voulais simplement vous dire ce que j'ai lu ce matin dans le journal Le Parisien. J'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'ai pas encore lu. Plus intriguant encore, les gendarmes ont découvert que Philippe Vedovini souffrait de dépression depuis plusieurs années. Si l'homme sait se montrer affable en public, ce catholique pratiquant serait traversé par des épisodes dépressifs. Quel est le rapport ? Ce végétarien. Quel est le rapport ? Ah mais je suis d'accord, on l'a dit ensemble. Quel est le rapport ? Alors moi, je vois dans ce débat, comme toujours, il y a tout. C'est toujours pareil. Dans Crépol, il y a tout. Ici, il y a tout. Donc la presse se permet ce qu'elle ne se permet pas dans d'autres cas. Et celui qui me dira le contraire, qu'il vienne me voir et qu'il me prouve ce que je dis. Mais là, je vous rejoins, Pascal, catholique. C'est devenu un élément constitutif pour certains d'une infraction. Mais qu'on présente cette famille, j'ai aucun souci. Qu'on présente le profil de cette famille et qu'on dise, voilà, c'est une famille qui est catholique, pratiquant, etc. Et c'est un élément, pourquoi pas, d'information, et c'est bien normal, de la même manière qu'on dirait autre chose. Mais dans cette phrase précisément, c'est ce que je traduis, c'est l'état d'esprit de mes confrères. Si l'homme sait se montrer affable en public, ce catholique pratiquant serait traversé par des épisodes dépressifs. C'est-à-dire que tu mets clairement un lien de causalité entre les épisodes dépressifs et le fait qu'il soit catholique pratiquant. Non, mais laissons tomber peut-être, on s'en fiche de ce qu'écrivent les mauvais journalistes. Ah non, on s'en fiche pas. Mais, loin de là, cher ami. C'est qu'il y a dans cette famille... Elle dit beaucoup de choses. Je ne partage pas encore votre avis. Elle dit beaucoup de choses. Cette phrase. Absolument. Et elle traduit un état d'esprit. Là, c'est totalement vrai. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais ce que je veux dire et qui est intéressant... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que cette famille fonctionne de manière clanique, comme beaucoup d'autres par ailleurs. Et dans le clan, on se protège. Donc, s'il s'avère que si l'un d'eux a commis un accident ou un crime, ce qu'on ne sait pas encore, ou j'ai une mauvaise liaison, ce qu'on ne sait pas encore, eh bien, elle se protège. Et c'est ça, à mon avis. Toutes les familles. Oui. Mais d'ailleurs, dans les familles où il y a de l'inceste, effectivement, on protège aussi en général l'agresseur. C'est ça qui est amusant. Donc, la police a besoin de démêler ce qui est en train de se passer. Donc, quand vous avez une famille qui s'aime, c'est éminemment suspect. Ah non, j'ai pas dit qu'il s'aimait. J'ai dit que quand on... Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, vous déformez mes propos, Vincent. Il y a une famille. Non, la dimension clanique fait que parfois, quand quelque chose de mal se passe dans la famille, on protège la famille. Moi, je veux savoir si le juge est catholique, je veux savoir s'il est orthodoxe, je veux savoir s'il est vegan, je veux savoir s'il est hétérosexuel, je veux tout savoir du juge maintenant. Mais on peut aussi. Mais c'est absurde, c'est la suite du soupçon, c'est scandaleux, arrêtez. C'est complètement dément comme raisonnement. C'est pas dément, il y a plein de familles qui ont un fonctionnement clanique. Vous savez, les gens qui nous écoutent, ils ont bien compris. Ils sont au courant de tout. Ils savent bien comment on traite certaines affaires et d'autres, comment elles sont traitées. Je peux vous dire que cette famille a le droit à un traitement spécial depuis le départ. Voilà. En revanche, je voudrais qu'on écoute... Dans la presse, pas par la justice. Ah bah dans la presse. Dans la presse. Oui, pas la justice. La justice, ça fait son travail. Mais on s'en sort en essayant de tout lire. Bon, Maître Pinelli. Je vous propose d'écouter Maître Pinelli, qui est donc l'avocat de la grand-mère. Avocat de la grand-mère. Maître Pinelli. La procédure de garde à vue est toujours quelque chose d'extrêmement éprouvant. À plus forte raison lorsqu'elle porte sur une grand-mère qui a perdu son petit-fils dans des conditions absolument tragiques et qui est amenée à s'en expliquer dans le cadre d'une mesure de cette nature. Néanmoins, nous l'indiquions au cours de cette garde à vue, cette épreuve peut paraître presque dérisoire comparée au deuil qui est venu accabler cette famille. Et c'est dans cet esprit que ma cliente l'a abordé. Il va de soi également que c'est un immense soulagement que cette mesure ait pu prendre fin sans qu'aucune charge ne soit retenue à son encontre et qu'elle retrouve enfin la liberté et ses enfants. Maître Julien Pinelli était tout à l'heure avec Romain Desarbres en direct dans la matinale et je vous propose de l'écouter une deuxième fois. Ce matin, je n'évacue strictement aucune thèse. Nous avons eu, je le disais, accès à certains éléments au cours de la garde à vue qui eux-mêmes d'ailleurs viennent se compléter les uns les autres et forment finalement un ensemble d'hypothèses.
La thèse intrafamiliale qui a conduit au placement en garde à vue de ma cliente n'était qu'une de ces thèses. Et aujourd'hui, nous observons avec satisfaction que cette porte, en quelque sorte, a été refermée. Il reste d'autres hypothèses. Les enquêteurs avancent avec l'esprit ouvert également qui sert davantage encore leur travail. Et nous restons attentifs à toute forme d'hypothèse qui pourrait encore être fournie aujourd'hui. Oui. L'avocate du grand-père, à présent, Isabelle Colombani. Au bout de 17 heures d'audition aujourd'hui, la garde à vue est levée. On l'avait dit dès les obsèques d'Émile qu'on voulait participer à l'œuvre de vérité. Voilà, je vous avoue que c'est un soulagement pour eux, pour l'avocat aussi, voilà, parce que c'est bien. Très honnêtement, ça fait 2 jours que vous me voyez, j'ai jamais été trop inquiète. Et c'était pas une sérénité feinte. Hein, je pensais qu'on pouvait s'expliquer sur tous les points. Il y avait peut-être des zones d'ombre à lever, mais voilà. Bon, les conditions de la garde à vue, matériel, psychologique, c'est quand même pas rien pendant 48 heures. Mais j'ai encore une question à vous poser. Par exemple, dans l'affaire Jubilard, visiblement, il n'y a aucun élément et matériel. Oui. On n'en sait rien, Pascal. Là, il n'y a aucun élément matériel. Oui, mais on n'a pas retrouvé le corps. Bon. Oui. Mais vous allez comprendre mon raisonnement. Il est quand même en prison. Bon. Et je crois même qu'il a été renvoyé devant un tribunal d'assises. Donc il y a quelqu'un qui a jugé, même sans preuve, matériel, sans preuve, faisceau de présomption, faisceau de... Bon. Là, en l'espèce, donc les 4 personnes sont remis en liberté. C'est-à-dire que c'est terminé pour eux? Ou s'il y avait des indices concordants graves, ils auraient quand même pu être déférés et pourquoi pas mis en prison. Qu'est-ce qui fait qu'entre le début de la garde à vue et la fin de la garde à vue, ils sont libres? Mais probablement qu'ils ont donné des explications, soit individuellement, soit lors de la confrontation, qui ont montré, je suppose, aux gendarmes qu'ils n'ont pas participé à ce soupçon d'homicide volontaire et en revanche, il est tout à fait possible que dans la suite des événements, si d'autres données apparaissaient, ils puissent être à nouveau mis en cause. Il n'y a plus de garde à vue possible là? Non. Non. Ils ont fait les 48 heures. Donc qu'est-ce qui se passerait? Mais dans ce cas-là, ils iraient directement devant le juge. Directement. Mais tout ça vous paraît... Quel regard vous portez sur cette séquence? Parce que c'est à vous que je pose la question. Moi, je ne suis pas un professionnel. Hein. D'abord, il faut attendre sans doute que le procureur ait parlé. Mais vous trouvez que c'est... Au fond, il y a des choses qui vous étonnent, c'est classique. Un ratage vous parliez... Non, le mot ratage, c'est Vincent qui le dit. Dans une vision désastreuse, mon cher Vincent. Parce que tout ça peut être fait avant quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 48 heures? Toutes les questions qui ont été posées, elles ne peuvent pas être répondues avant? Sûrement, mais ils attendaient peut-être, par exemple, de saisir un certain nombre... En fait, ils attendaient les aveux. Et puis ils ne sont pas venus, les aveux. Non, pas forcément. Pas forcément, c'était peut-être ça, quoi. On voulait faire craquer peut-être des gens, et puis ils n'ont pas craqué. Non, vous ne pouvez... Donc là, on joue au poker. Mais c'est une question que je pose. Oui, mais votre question, je la sens un peu orientée. Non, je pose les questions que se posent les gens. Pascal, la famille, mais les avocats, les gardes à vue ont dit que l'enquête était de qualité. Oui, les avocats ont été remarquables. Mais pourquoi vous vous défendez? Je ne me défends pas. Non, vous défendez. Pourquoi vous défendez? Je défends le travail des enquêteurs, oui. Oui, parce que oui. D'ailleurs, mais vous avez bien raison de les défendre. Comme les avocats les ont respectés. D'habitude, vous défendez plutôt les victimes. C'est pour ça. D'habitude, vous pensez aux victimes. Et là, les victimes, elles sont... C'est tellement grotesque ce que vous me dites là. C'est grotesque. Pourquoi? Parce que ça m'arrive de défendre ou des victimes ou des... Non, mais c'est bien que vous défendiez la police, je vous assure. Je trouve ça très bien. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais entendu sur le plateau défendre la police. Mais si, je vous dis, c'est très bien. Pas recommencez pas. Non, je vous dis, c'est très bien. Moi, je pense un peu aux victimes. D'habitude, vous pensez plutôt aux victimes et aux gardés à vue. Plutôt. Et cette fois-ci, et donc je pose non, je dis simplement que les conseils des gardés à vue, notamment des grands-parents, ont indiqué que le travail d'enquête était de grande qualité et qu'ils avaient même dit que les avancées étaient spectaculaires. Je n'en disconviens pas. Notamment sur le travail d'enquête technique et scientifique. Je n'en disconviens pas et vous avez remarqué que ce n'est pas sur les gendarmes ou sur les enquêteurs que je fais poser mes questions, c'est juste sur la justice. Mais comment elle a opéré? Donc, vous avez par rapport aux gardes à vue. Est-ce qu'il fallait procéder à ces gardes à vue? Mais les gardes à vue, non. Avec la mise en scène pareille.
Avec mise en scène de la justice. Mise en scène. C'est la justice. Laquelle Il incrimine évidemment la famille. Non mais alors je comprends pas. Je vous comprends pas. L'exposition, la conférence de presse que nous allons tous suivre avec attention, ce grand moment. Ah mais là c'est le traitement médiatique, Vincent, que tu évoques. Ce grand moment de chose judiciaire. Moi, j'attends de voir ce qui va au bout. On n'a pas fait ça sur Antoine de Sénosière. Je me rappelle, pardonnez-moi, j'ai souvenir d'un certain nombre de procès comme ça qui ne se sont jamais tenus. C'est vrai. Après des instructions qui ont été faites dans un spectacle. Mais c'est un problème de traitement médiatique, pas de travail de la police et de la justice. Il n'y a pas de connivence. Vous êtes bien le premier à découvrir qu'il y a une connivence entre journalistes, entre médias et magistrats. Dans certaines affaires. Et enquêteurs, là. Et enquêteurs. Mais entre on a le droit d'être sceptique, on n'a pas le droit d'être naïf dans cette corporation. Entre avocats, magistrats, enquêteurs... Donc le carillon. Non, mais là... Le carillon. Le carillon, d'accord. Carillon de monsieur Thomas Hill.